Bonsoir mes Itata, j'espère que vous vous portez bien, je vous espère en santé. Un plaisir pour moi de vous accueillir dans votre nouvelle émission, La Coupapa. Je répète, La Coupapa, oui, on va discuter parentalité, famille, relationnel, communication, mais jamais sans la compréhension. Avant de vous présenter mes deux prestigieux invités, on rappelle la thématique. Ce soir, ça va être chaud. Guerre d'ego. Moi, je rajoute un petit point d'interrogation quand même. Le point d'interrogation aura tout son enjeu ce soir. J'ai le plaisir de vous présenter. Je vais commencer par madame. Hein. Ne soyons pas fâchés entre hommes. Hein. Bonsoir, madame. Bonsoir, Olivier. Comment vas-tu? Très bien. Très bien. Peux-tu te présenter? Alors, excusez-moi, Mallory Modeste. Oui. Peux-tu nous donner quelques petits mots te concernant, s'il te plaît? Alors, très rapidement, en tout cas, très rapidement, le plus important, c'est le plaisir que j'ai ce soir d'être reçu par toi sur ce plateau. Plaisir partagé. Et sollicité par ma casquette d'art thérapeute, pour le coup. D'accord. Donc, je suis art thérapeute. J'ai une pratique vieille de bientôt 15 ans. Je suis art thérapeute, comme j'aime souvent le répéter, constamment en formation. Ça veut dire tout simplement qu'effectivement, j'ai une formation d'art thérapeute, mais je suis toujours sollicité et en implémentation de compétences et de connaissances sur le sujet, puisqu'on va bien voir que la thérapie, c'est une question d'abord d'humain plutôt que de technique. Ah ben c'est un bon début. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de t'accueillir dans ce salon. Monsieur Philippe Léger, comment vas-tu? Bonsoir, Olivier, très très bien. Très bien. Absolument. Un plaisir de te recevoir. Hein? De se retrouver, bien évidemment. Oui. À chaque fois, c'est quand même un très très grand plaisir de pouvoir travailler ensemble et puis d'échanger sur des thématiques qui, je pense, méritent qu'on s'y penche pour que la société puisse évoluer, mais nous aussi, hein, parce qu'on apprend tous aussi de ces moments-là. Donc c'est un vrai Rappelle-nous plaisir. ta fonction, s'il te plaît. Je suis Enfin, ou l'une de tes fonctions. praticien en hypnothérapie et en énergétique traditionnelle chinoise et ancien intervenant à l'École centrale d'hypnose. D'accord. Donc vous comprenez bien là que ce soir, nous pas faire la fête. Alors, guerre d'ego. Alors, je tiens à vous signaler, pour commencer justement, qu'un jeune homme m'a dit, c'est guerre d'ego avec un S, guerre avec S et ego sans S, ou guerre d'ego comme c'est écrit sur l'écran. Alors, selon vous, pourquoi il me pose cette question-là? Est-ce que vous estimez que dans notre société martiniquaise, il y a des guerres d'ego? On dit un ego? Ou c'est la guerre des égos? Comment vous le percevez? Oui, d'entrée, je commence bien dur. Faut qu'il y ait un peu de fumée là, d'entrée. Absolument. Alors, Mallory. Alors, est-ce qu'il s'agit de guerre d'ego ou de guerre d'ego? J'ai envie de dire déjà d'adosser les mots, les terminaisons guerre et ego. Je ne vais pas dire que c'est problématique, mais ça pose déjà question. Il s'agirait de savoir c'est quoi l'ego, pour se mettre un petit peu d'accord sur la représentation, la figuration de l'ego, et pourquoi effectivement on va parler automatiquement, en tout cas très facilement, de guerre. Et on va voir que, pour le coup, cette guerre-là est saine. De mon point de vue, en tout cas de là où je pratique, l'ego peut on va dire, s'appréhender de plusieurs sortes, donc sur un point biologique, cognitif ou physiologique, mais il s'agira en tout cas d'un modus operandi très complexe qui va former l'image qu'on veut donner, qu'on a de nous-mêmes, et ce complexe va nous aider aussi à installer nos interactions sociales. Tu le vois comme un complexe. En moins brutal, okay, ça veut dire, on va traduire ça comme ça, comment je me vois, comment j'accepte que les autres me voient et comment je vais manager mes relations. Puisque en tant que personnalité, en tant que personne, on passe notre vie entière à manager des positions, du temps, des relations et des espaces. Et pour le coup, on va dire le modus operandi, donc le moyen le plus facile, le plus accessible, en tout cas le plus récurrent, c'est ce fameux ego, en vérité. Ça commence fort, ça commence fort. Par rapport à ce que tu as entendu, Philippe, qu'est-ce que tu peux rajouter à tel tort? Je ne sais pas. Eh bien, déjà, je suis d'accord parce qu'effectivement, on a des appellations et des définitions qui sont différentes en fonction de nos pratiques. Mais on va retrouver effectivement dans l'ego cette notion de moi, de je, cet esprit individuel que chacun de nous portons et qui est animé par des croyances fondatrices. Et ces croyances vont venir justifier effectivement la manière dont nous allons dérouler le fil de notre existence. Pour autant, c'est quand même beaucoup plus subtil que ça. Ça, c'est ce qui se passe à un niveau très humain dans nos sociétés. Les traditions voyaient les choses de manière un petit peu différente et je crois que c'est toujours intéressant de revenir
à ce que les traditions en fait enseignaient il y a déjà plusieurs millénaires. Pour les traditions, l'univers était régi par un certain nombre de lois qui sont ordonnées. Et comme on est dans un univers d'impermanence, en constant changement, si on a des lois qui sont permanentes, c'est qu'elles ne relèvent pas de cet univers, elles ne sont pas créées par cet univers. Une loi ne peut pas être permanente alors qu'elle est produite par un univers qui est impermanent. Donc il y avait, selon eux, quelque chose d'au-delà, qu'ils ont appelé intelligence infinie, lumière éternelle, conscience cosmique, Dieu, esprit universel, enfin ils lui ont donné toutes sortes de noms. Et dans ces traditions, le principe c'était quoi? C'était qu'une parcelle de cet esprit universel, de cette conscience universelle, venait s'incarner pour accomplir un mandat, une mission de vie. Et donc cet esprit cosmique allait se lier à une espèce, à une forme de vie qui allait naître, allait lui donner un potentiel de vitalité. On aurait eu l'apparition à ce moment-là des premières composantes psychiques de l'individu. Et toutes ces composantes psychiques, en se liant, en commençant à travailler ensemble, vont permettre l'émergence de cet esprit individuel, de cette conscience individuelle qui nous donne ce sentiment d'être des êtres à part entière, tout en étant en même temps illusoirement coupés de tout le reste. Donc pour répondre à ta question, oui, ego prend S et en même temps ne prend pas S. Si je considère mon ego, je vais me considérer dans mon unité, dans mon entièreté. Dans mon moi-je. Exactement. Mais dans la rencontre à l'autre, dans ce nous, il y a plein de petits jeux. Donc il peut parfois y avoir des dissonances, des désynchronisations dans la relation. Mallory, par rapport à ce que tu entends, es-tu d'accord, monsieur? Là, je sens qu'il y a la réflexion est partie. Là, ça, on y est. Alors, est-ce que la question est-ce que je suis d'accord ou pas? Je ne crois pas que ça soit séant d'être d'accord ou pas. Maintenant, on voit effectivement qu'on regarde la notion d'ego de deux endroits parfaitement différents et pour le coup, ça se salue parce que ça ramène un petit peu les pieds au plancher des vaches et ça nous met dans un exercice d'humilité qui est une thématique qui est adossée à celle de l'ego. Et du coup, c'est très bien, parce que dans l'ego, en tout cas la notion d'ego, s'il faut faire un rappel à ce que je pratique relativement souvent, dans la notion d'ego, il y a véritablement cette notion de masque social. Ça veut dire tout simplement, encore une fois, j'ai parlé d'interaction sociale tout à l'heure, j'ai parlé d'image que j'ai de moi, et donc il s'agira de poser, c'est-à-dire de structurer une conscience sur ce que je crois être par rapport aux autres et par rapport à l'environnement. Donc, bien évidemment, oui, c'est ce qu'on appelle, vas-y. Une formation identitaire, non? C'est pas ce qu'on appelle... Alors, c'est une formation identitaire systémique, oui, mais on va dire que ça vient dans une composition de défense, l'ego. Sachant que la meilleure défense, c'est l'attaque. On peut aussi parler de guerre, pour le coup. Mais il n'empêche que, de là où je regarde, je vais regarder l'ego dans un microcosme, plus dans un microcosme que dans un macrocosme, ce qui peut opposer un petit peu les deux points de vue. Maintenant, en ma qualité d'art thérapeute, cet ego avec lequel je suis en remédiation quasi tous les jours va être, comme je l'ai dit, un peu plus, comment je vais dire, c'est pas nécessairement terre à terre, mais plus dans le métaphysique. Encore une fois, dans l'individu, dans l'individualité et dans l'identité que dans sa source, comme ça a été assez clairement énoncé par M. Léger. Ok. J'aime bien. Il y a tellement de... J'aime vos énergies, là. J'ai senti que là, il y a une rencontre entre deux énergies. Très important. Vous savez pourquoi on en vient aussi à cette thématique? C'est que dans la famille, j'estime qu'aujourd'hui, je mets des guillemets aujourd'hui, ce que je perçois, c'est que, par exemple, entre frères et sœurs, il y a une déconnexion. Alors, ça, je ne dis pas que c'est partout, mais malheureusement, je n'ai pas connu ça moi, et d'autres le confirment. C'est-à-dire qu'avant, on était très fraternels, etc. Et aujourd'hui, tout le monde, chacun est dans son coin, fait ce que tu veux, mais qu'on soit frère, sœur, l'enfant de nièce, là, je trouve qu'on est en train de se distancer chacun, en fait, et ça nous fait perdre, en fait, l'essence familiale, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que vous avez cette impression dans notre société martiniquaise que l'ego est devenu quelque chose de distant, un outil qui nous, je ne vais pas dire déshumanise, mais qui nous sépare au lieu de nous rassembler? Au niveau de ce microcosme qu'évoquait Madame Modeste, c'est vrai que
Elle l'a dit à juste titre, il y a derrière des questions de survie. Ces croyances fondatrices à l'intérieur de nous vont nous agir comme des forces motrices qui vont nous pousser à vouloir nous rapprocher de plus en plus de ce que nous estimons être bon, juste et vrai, tout en nous éloignant le plus possible de ce que nous jugeons négativement. Mais chacun de nous a sa propre construction. Parce que cette lecture que j'acquiers de l'existence, de mon environnement, de mes expériences de vie que je vais rencontrer, ça dépend de mon éducation, de ma culture, et ça peut effectivement nous rapprocher dans la famille, mais de mes expérimentations à un niveau très individuel aussi, à ma manière de ressentir et de vivre les choses intérieurement. Et effectivement, il y a des fois où on n'a pas la même lecture du monde. Et dans ces cas-là, il y a effectivement ces atomes crochus. Et c'est plutôt cool, hein, parce que c'est ce qui permet à la société d'évoluer. Si on regardait tous dans la même direction et de la même manière, on irait tous ensemble droit dans un mur s'ils se présentaient. Alors que justement, avec ces différences de point de vue, eh bien, on peut enrichir aussi la relation. Et la question véritable, c'est de savoir, mais comment à travers cette différence, on peut arrêter cette guerre, justement, pour entrer dans une relation en symbiose où chacun, par sa différence, va enrichir l'autre de quelque chose. Je crois que c'est assez fondamental. Non, c'est très important. Ben, ça prouve l'importance de l'ego. En quelques minutes, vous avez su quand même mettre le point sur la table hein, concernant l'ego. Moi, j'ai toujours entendu il a un fort ego, il a trop d'ego, il a un ego surdimensionné, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être clair sur ça? Est-ce qu'il y a un ego ou des types d'ego? Je ne crois pas que... Alors, si tu parles de type d'ego, c'est que tu vas... Excusez-moi, fais attention à ton micro. Si tu parles de type d'ego, c'est qu'on peut considérer que tu vas en parler en termes de pathologie, ce qui est complètement faux, ce qui est complètement erroné. Et pour un petit peu rebondir sur le contexte que tu donnais tout à l'heure par rapport à la famille, et que je trouvais très largement bienvenu, puisque tu as opposé les termes de distance et de famille, tout autour de la thématique d'ego, je crois que l'ego n'est pas une pathologie, permet de mettre la bonne distance entre les individus, qu'ils soient d'un environnement filial, donc de la famille, qu'ils soient d'autres types d'environnement. Et ça permet justement de pouvoir jauger et de mesurer la bonne distance pour préserver, donc on est encore dans un système de défense, la singularité de chacun. Parce qu'en fait, l'ego est étroitement lié à la singularité de chacun. Ça veut dire tout simplement que, encore une fois, le masque social, donc l'image que je vais défendre, est sur des bases qui sont complètement empiriques. Et en disant ça, j'essaie de poser un pont, un parallèle avec l'évocation de M. Léger quand il parlait de croyance. Dans ma pratique, dans ma famille de métier, on parle de socle, être debout sur des socles de croyance. Alors, être debout, c'est très lourd de sens pour nous, parce qu'effectivement, ça va rentrer non seulement dans un processus de remédiation et dans un processus purement thérapeutique, mais on va être debout sur des socles de croyances. Donc, ce que je me crois, ce que je me sais, et ce que je me voudrais, parce que ça rentre aussi dans la composition de l'ego. Et cet ego, là où justement, avant de parler de guerre, là où il va servir notre défense, c'est que sur la notion de distance, il va servir à mettre une distance, alors qu'on pourra sur un plan cognitif juger bien ou mal, mais une distance qui sera au service d'une seule chose, de notre maintien en vie, en vérité. Donc, la fameuse échappée à la mort. Donc, l'ego, dans un contexte familial, va servir à ça. Marquer ma singularité, me maintenir en vie, tisser du lien familial, mais tisser du lien familial à partir de ma singularité. Maintenant, quand tu parles de guerre d'ego, des égos, un ego, la quantification de cette notion-là, non seulement elle va nous être propre, donc il n'y a pas une unité d'ego. Je veux dire, encore une fois, l'ego n'est pas une pathologie, elle n'est pas non plus une jauge de mesure. L'ego, encore une fois, c'est un système qui est véritablement interne, complexe et qui sert majoritairement, pas que, mais à manager, encore une fois, nos interactions sociales et à préserver ce qu'on appelle un masque social. Encore une fois, ce que je me sens, ce que je me sais et ce que je me veux. J'ai l'impression qu'on parle d'une armure. Est-ce que je me trompe dans ce ressenti? Mais si tu as parlé de défense. Mais oui. Tu as parlé, oui, en fait, de l'être, de l'humain, de se sécuriser dans notre manière d'être, de nos cheminements, voilà, je cherchais le terme.
Est-ce que j'ai tort de Ça peut percevoir ça comme ça? Ça peut être perçu comme une armure. Si on parle par exemple du prisme de l'analyse transactionnelle, donc par un adulte enfant, cette armure va nous permettre justement d'exister, de subsister dans un environnement plus ou moins hostile, mais de protéger notre essence, cette fameuse singularité, notre moi. Alors, je sais que dans certains milieux ésotériques, milieux d'accompagnement spirituel, on va parler de notre nature divine, notre essence, notre moi divin. Et cette armure, qui est l'ego, et on voit bien que non seulement on peut décliner sur une guerre saine, mais que du coup, l'ego n'est pas une mauvaise chose à éradiquer, Dieu non, mais elle peut aussi servir d'armure et pas que. Je suis entièrement d'accord avec ce propos. Ça peut servir. Ça peut servir d'armure. L'idée, je crois que c'est, encore une fois, on rejoint cette notion de microcosme. Si on regarde les choses sur un plan purement terrestre, matérialiste et dans nos relations humaines, nous allons voir un certain nombre de choses. Et si on regarde le grand macrocosme et l'évolution de la vie, on verra encore d'autres choses. L'idée de l'ego, c'est d'être à sa place. D'être simplement à sa place, et sa place consiste à dire quoi? Suis-je en train de nuire à moi-même? Suis-je en train de nuire à l'autre? Suis-je en train de désynchroniser la relation que j'ai à moi-même et la relation que j'ai aux autres? Et trop souvent, parfois par manque d'instruction sur ces sujets, par manque de formation, mais par manque de travail personnel pour se transformer, pour évoluer, pour pas évoluer en acquérant des choses nouvelles, parce que tout est déjà là. Simplement réharmoniser nos fonctionnements. Eh bien, effectivement, il arrive que nous ayons toutes ces tensions et ces distensions, et on veut toujours justifier nos positions. L'ego veut se justifier lui-même. Attention à ton micro. Ah, ok. Il veut se justifier lui-même. Il veut justifier ses postures, sa position. Et effectivement, tout ce qui ne rentre pas dans son cadre de référence, il a tendance à le percevoir comme étant un danger ou quelque chose qu'il faut garder à distance. Mais les choses peuvent être différentes, et je crois que, au-delà même de ces notions d'ego, constituer l'humanité de demain, réussir à faire l'humanité, c'est réussir à faire en sorte que tous ces égos fonctionnent ensemble, plutôt que l'un contre l'autre, comme c'est souvent le cas, mais ça demande déjà de se réorganiser soi-même dans son axe de vie et son projet d'élévation et d'évolution. Ce que je perçois, c'est par rapport à vos propos, ça veut aussi dire qu'il y a peut-être aussi un manque d'humilité dans nos manières de nous comporter envers nous-mêmes et en collectif. Effectivement, ça peut relever de manque, a priori, d'humilité, on peut l'interpréter comme ça. C'est simplement que chacun regarde le monde suivant sa propre position. Et on a cette tendance à croire qu'on est toujours plus légitime que l'autre. Mais en réalité, on est tous légitimes parce que notre construction est différente. La manière dont je me suis construit, ce que j'ai expérimenté, me donne une carte du monde, et cette carte du monde va m'amener à voir cette espèce de grande fresque qu'est la vie d'une manière particulière. Mais le voisin, il est situé ailleurs, il s'est construit différemment, il vibre différemment, il a un projet de vie différent. Il perçoit les choses lui aussi différemment. Mais dès que je comprends que finalement, c'est simplement un mix de forces à l'intérieur de moi, de processus psychiques qui sont à l'œuvre, et que je vois simplement se matérialiser en fonction de ma construction, ben j'arrête de me juger négativement parce que je comprends que je suis légitime d'être qui je suis, et j'arrête aussi de vouloir juger l'autre négativement ou exiger qu'il soit quelque chose qu'il n'est pas, parce que lui aussi s'est construit différemment. Et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à avoir ce rapprochement qui est beaucoup plus authentique en fait entre les êtres. Donc on en revient à cette notion de statut. Les parents, les enfants, le professeur, les élèves, on nous a inculqué cette notion de toujours respecter le plus grand avant de même nous respecter nous-mêmes. Des fois, j'ai toujours eu l'impression de toujours avoir eu besoin de respecter les autres avant de me respecter moi. On ne me demandait pas de me respecter moi. On m'a toujours demandé de respecter le plus grand, papy, tonton, le prof, etc. Et à force d'entendre ça, quand je regarde autour de nous, je vois beaucoup de confrontations, par exemple, entre jeunes et adultes. Pourquoi on parle même de fossé entre générations? On aime employer ça parce qu'il y a quelque chose qui coince. Est-ce que ce n'est pas dû à ça, justement? Est-ce que ce n'est pas dû à cette perception de l'ego qui dit d'abord, moi, je suis plus grand, c'est à moi que tu dois, et puis je verrai si moi je te dois quelque chose. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce qu'on n'en revient pas à ce terme guerre à cause de ça?
Ben, c'est quand même curieux que dans un même champ, tu accoles ego, humilité et la fameuse notion très tronquée et très galvaudée de respect, pour le coup. Et je crois que je vais saisir l'occasion pour un peu remettre de la notion, du sens dans tout ça. Ah, ben, je suis dans mon migrant de Dans pensée. un, Je vous dis ça déjà. dans un On est premier là pour temps, je ça. crois qu'il est très utile, voire fortement recommandé, que nous nous habituions et que nous ayons comme réflexe de nous dire qu'humilité n'est certainement pas humiliation. Et quand on remet ego dans la sauce, on voit bien que, comme l'évoquait tout à l'heure M. Léger, cette carte du monde, qui fait référence aux PNListes, en tout cas, petit clin d'œil à eux, cette carte du monde qui va façonner, en tout cas qui va traduire notre singularité, va nous donner effectivement deux valeurs. Pas que ces deux valeurs, mais elle va nous donner déjà ces deux valeurs. Ce que je sais et ce que je ne sais pas. Voilà en gros ce autour de quoi tourne l'humilité. Reconnaître avec la même paix, alors la même paix en termes d'émotion, d'état d'être, la même paix en termes de configuration biologique, donc ce qu'on appelle le niveau homéostatique, ce que je sais, autant ce que je sais que ce que je ne sais pas, en termes de connaissances, en termes de savoir-faire, en termes de savoir-être. Et ça, c'est l'humilité. Ne pas prétendre au-delà de mon essence personnelle. L'humiliation, elle, va nous demander de détruire cette essence-là, d'être capable de nous éloigner justement de ce centre-là par des sollicitations, voire même des coercitions qui viennent souvent de l'extérieur. Donc je crois qu'on gagne tous à se répéter de façon assez régulière que humilité n'est pas humiliation. Le rôle de l'ego dans tout ça va justement poser les barrières, poser les limites, alors très souvent tronquées lorsque nous avons, pour 99,99% d'entre nous, des personnalités, des identités ignorées et ou blessées. Mais cet ego-là va venir en sauvegarde, va venir à la rescousse justement de cette identité, aussi blessée soit-elle, et va nous permettre de poser des jalons sur « je sais » et « je ne sais pas » et nous donner l'opportunité justement de ramener un petit peu d'humilité dans la sauce. Et cette humilité ne peut pas aller sans cette notion de respect. Sauf que, encore une fois, on est face à un amalgame qu'on fait très souvent. Respect ne veut pas dire terreur. Respect ne veut pas dire peur. Je vais te proposer une vision qui appartient au courant d'idées qui motive et qui anime ma pratique. Le respect, si on passe par un prisme de ce qu'on appelle le langage des oiseaux, c'est rester en paix. Quel que soit l'événement, la situation, la lecture que j'ai d'un événement aussi singulier soit-il devant moi, je vais pouvoir rester en paix. Sur un plan biologique et sur un plan cognitif, je vais pouvoir rester en paix. Ça veut dire tout simplement que même si je ne mets pas de sens, même si ça ne correspond pas à mes valeurs propres, même si je suis contre ou pour, même si je ne vois pas l'entièreté d'un événement, je reste en paix. Donc je respecte. Est-ce que ça veut dire que je suis d'accord? Pas du tout. Pas nécessairement. On n'a pas cette obligation. Voilà. Est-ce que ça veut dire que justement, je me sens en danger? Pas du tout. Et c'est là que je respecte. Et c'est pour ça que lorsqu'on met cette notion de respect dans des hiérarchies familiales, dans des hiérarchies générationnelles, on voit bien que on oublie souvent l'ambivalence de la relation. Le fameux, et tu parlais de paroles comme ça qu'on se transmet de génération en génération. Grand coup c'est petit coup c'est grand. Lorsque le respect est mis dans sa notion propre, dans sa notion, on va dire juste, on peut grand coûter petit coûter grand. Mais lorsque le respect est teinté de terreur, de peur et donc de non-respect de l'individu, des égos de chacun, on va arriver justement à ces caps et ces fossés intergénérationnels. Qu'on appelle cancan. C'est ça. Philippe. Oui, Madame Modeste a développé de manière très intéressante cette notion d'individu. Et je vais simplement me placer en regardant du point de vue de l'autre, justement. Hélas, trop souvent dans les familles, on a des adultes qui ont fait des enfants sans devenir eux-mêmes véritablement des adultes. Il est nécessaire, souvent, avant d'entreprendre, d'avoir des enfants, de régler nos psychoses et nos névroses.
Et nous en avons tous. Et il faut en être conscient. Mais si on ne travaille pas sur nous-mêmes, hélas, on passe constamment à côté. Et c'est cette notion qu'il y a dans le fait de vouloir imposer à l'autre, de respecter, imposer à l'autre, de correspondre à un modèle de vie qu'il n'a pas choisi. Un enfant arrive comme une plante. La chaîne YouTube Apprendre à oser, qui est une chaîne qui met toujours des petits messages très positifs, a dit pour faire pousser une plante, on ne tire pas dessus. On l'arrose simplement et on la regarde pousser, tranquillement. Eh bien, c'est un peu ça. Un enfant, c'est une plante à naître. Notre responsabilité en tant qu'adulte, c'est de veiller à ce qu'elle ait tout ce qu'il lui faut pour que son développement soit le plus harmonieux possible. Mais ne consiste pas à les tirer sur telle branche ou pour telle branche ou telle branche pour justement des raisons d'ego pas réglées en nous. Et c'est là que le match se joue entre ce qu'on a à faire à l'intérieur de nous et ce qu'on peut se permettre de faire Il y a avec l'éducation l'autre. qui interfère dans ça. Exactement, et ça rejoint parfaitement ce que Mme Modeste disait sur cette notion de respect et d'humilité. L'humilité, c'est que oui, il y a des choses que je sais, d'autres que je ne sais pas. Et le respect, c'est pouvoir rentrer dans cette relation qui est en quelque part épurée avec l'autre. Je crois que c'est important d'aller plus vers Ça fait du cette bien direction. de l'oxygène. J'adore le salon là, Koufafa. Il y a justement dans les familles, dans certaines familles, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude, même cette notion de généraliser, quand on parle, on aime bien généraliser, même si généraliser ne veut pas dire 100%, qu'on soit d'accord. Mais on a aussi ces habitudes de dire les gens, les familles. On parle d'essentialiser, et en fait, on parle d'essentialiser. voilà, exactement. C'est l'essentialisation qui fait un peu de mal. C'est ce qui je pense, qui fait croire que l'ego a ce côté négatif. Sauf qu'en fait, non. Que ce soit, il peut être négatif comme positif. C'est ça. Mais ça va dépendre de nous, finalement. Donc, notre je est très important. C'est pour ça que je disais qu'il faut qu'on soit conscient de qui on est et comment nous sommes devenus ce qu'on est à l'instant T. Le problème, c'est que dans notre société martiniquaise, je reste en Martinique parce que c'est là qu'on vit, est-ce que vous estimez que la société travaille sur nos égos? Alors, l'avantage de ma pratique en hypnothérapie, c'est qu'on étudie le conditionnement. Conditionnement comment? Par les parents? Le conditionnement de l'être humain de manière très générale. Voilà, ou globalement. Okay. Parce que notre objectif, c'est de pouvoir déconditionner l'autre de ce qu'il a à son insu et qu'il n'aide pas, pour l'aider à se reprogrammer sur des choses qu'il veut. Nous sommes les héritiers d'une histoire qui n'est pas très belle. Et aujourd'hui, aux Antilles, on est dans un multiculturalisme. Et nous sommes rattachés, je vais prendre le cas particulier des afrodescendants, pour certains, à un système que nous n'avons pas choisi, qui ne nous correspond pas, à certains égards, et parfois même que nous ne voulons pas. Parce qu'il y a un nombre, c'est vrai, croissant de personnes d'ascendance africaine qui disent « mais moi, je veux cette rupture, en fait, finalement, avec ce système occidental dans lequel je ne me retrouve pas pour pouvoir me reconnecter à ce qui fait ma source, à ce qui est mon ancestralité. » Là, on a un choix. Vous avez d'un côté des gens qui vont vous dire « vous êtes des descendants d'esclaves, vous n'avez ni culture ni histoire ». Et d'un autre côté, vous avez des gens qui vont dire ben non, vous n'êtes pas des descendants d'esclaves parce qu'esclave est une condition de l'être, donc ça n'existe pas. Vous avez été esclavagisé, c'est un battement de cils à l'échelle universelle, et vous avez une culture et une histoire riche. Venez, on va vous l'enseigner. Soit on décide d'aller voir ceux qui nous enfoncent, soit on va aller voir ceux qui, au contraire, veulent nous élever. Et c'est très important parce que c'est là aussi que l'ego va être fortifié ou va être affaibli. Je vais prendre un exemple très simple là-dessus. J'ai récemment entendu une intervention d'un philosophe, essayiste et polémiste français qu'on appelle Michel Onfray, à qui l'on demandait est-ce qu'il considérait qu'il y avait des sous-cultures. Et M. Onfray a répondu que ça lui paraissait évident et que de la même manière qu'il n'aurait pas a priori comparé un soda et un grand cru, il ne comparerait pas une statuette africaine à la peinture de la chapelle Sixtine faite par Michel-Ange. Tout simplement parce que selon lui, la statuette africaine ne tiendrait pas le coup. M. Onfray est philosophe. Philosophie vient du grec philo, amour, et sophia, la sagesse ou le savoir.
Il devrait donc savoir, par amour de la sagesse, que pour apprécier une œuvre culturelle, il est nécessaire de se positionner dans le paradigme qui a vu naître cette œuvre. Parce que je vous assure que si je vais comparer une statuette africaine à un vulgaire objet qui est vendu dans un sex shop parisien, excusez-moi du terme, est-ce que ça voudra dire pour autant que la culture africaine est supérieure à la culture européenne? Bien sûr que non. Donc, on ne peut pas comparer les choses comme ça. On ne peut pas comparer. Chacun a besoin de trouver ce qui lui est essentiel. Donc, il y a la notion de perception. Il y a une notion de perception. Et oui, la société martiniquaise aujourd'hui est formatée, est conditionnée d'une manière qui n'est pas là pour fortifier son ego. Et c'est Nyosere Omotunde Kalala qui, de son vivant, disait, vous savez, il faut qu'on retrouve ce désir d'affirmer notre volonté de puissance. Mais s'il n'y a pas d'esprit de conquête, il n'y aura pas de volonté de puissance. Et s'il n'y a pas d'ego puissant, il n'y aura pas d'esprit de conquête. Donc nos foyers, nos familles ont ce besoin enfin, il y a cette estime de soi qui est indéniable en fait. Si on ne travaille pas sur cette estime de soi, sur être conscient de qui on est censé être. Je vais même dire censé être parce qu'on ne sait pas, on a du mal à savoir, on a du mal à s'identifier aujourd'hui tellement on a ingurgité des informations qui ne sont pas propres à nous-mêmes. Est-ce qu'il est aujourd'hui indéniable de mettre en avant le fait de travailler l'estime de soi en priorité pour justement, comme vous disiez, fortifier, nous rendre plus solides dans nos perceptions, dans notre manière de voir et dans la manière de nous traiter? Je vais tout simplement me placer un petit peu dans le même faisceau, hein, le même faisceau d'analyse de M. Léger en te disant que l'ego ne peut pas être mentionné sans un travail introspectif. C'est impossible. D'ailleurs, il y conduit. Cet ego qui va encore une fois poser les jalons va nous ordonner, nous intimer ce travail introspectif-là. Et ce travail introspectif-là va commencer par nous donner ces chapes de plomb, c'est ce que M. Léger a appelé des conditionnements et qui sont tout simplement des coercitions socio-éducatives qui vont nous mettre encore une fois sur on va dire sur des valeurs de défense dans le but unique de nous maintenir en vie. Parce que le corps, si tu veux, la notion d'identité n'est pas appréhendée que par le cortex préfrontal, donc notre raisonnement, notre façon d'appréhender par rapport à un socle culturel de la vie, mais par notre corps entier. Ça veut dire notre cognition, notre cerveau et notre système nerveux, qui est composé non seulement du cerveau, mais de ce qu'on appelle le nerf vague, qui est tout le long de la colonne vertébrale, et de tout le système nerveux. Donc on parle de lien là. Absolument. Et c'est pour ça que... Enfin, depuis le début en tout cas. On parle de lien. Mais oui. C'est pour ça que le flot d'informations qui va constituer justement ce socle socio-éducatif, cette coercition socio-éducative qui va renforcer l'ego, c'est-à-dire le complexe, le système complexe qui va régir nos interactions sociales dans le but de nous préserver, régir aussi la façon dont on se voit, dont on se croit, dont on se veut pour pouvoir subsister dans ce bas monde. Ce flot d'informations-là, par ce travail introspectif-là, va nous engager et donc engager notre responsabilité. Et c'est là que ça devient un petit peu intéressant parce que l'ego n'a pas ce souci responsable-là. Okay. Et c'est là qu'on va commencer à le distinguer de notre nature divine, de notre essence propre. Et je crois que si je me mets encore dans le même faisceau que M. Léger, je crois que le challenge des challenges, c'est justement porté de façon systémique, donc pas de façon statique. Et je te dis ça parce qu'on est, depuis des générations, intimés, presque exhortés à nous penser en tant qu'identité. Mais une espèce de photo figée qui va durer toute notre vie. Et il n'y a rien de plus faux en vérité. L'identité, dans son essence, est systémique. Et dès lors que je fais la scission entre l'ego et ma nature divine, ce qu'on appelle ma nature profonde, qui est mon empreinte en fait, que je porte à ce monde, je vais, par ce travail introspectif-là, mettre la distinction entre les deux et, on va dire, abaisser la tyrannie de l'ego. C'est exactement là que je veux t'emmener et pour que tu puisses toi-même développer une réponse à ton interrogation, parce que l'ego en soi n'est pas un ennemi. L'ego n'est pas à annihiler, l'ego n'est pas à effacer. Par contre, l'ego est à une place.
et une place qui ne doit pas être tyrannique. L'ego ne doit pas me tyranniser. L'ego ne doit pas diriger ma vie, pour le coup. Et faisons la distinction, le travail introspectif qui va me permettre alors, M. Léger a parlé de plusieurs jeux qui composent le nous. À l'intérieur de moi, je vais avoir aussi ces plusieurs jeux-là. Alors, je vais prendre comme soutien la théorie d'une psychothérapeute. Mon Dieu, je vais encore écorcher son nom, je lui demande pardon. Madame Razamanae, qui est une malgache et qui a développé la théorie, qui a en tout cas soutenu la théorie de ce qu'on appelle les sous-personnalités psychoactives. Et distinguer le travail introspectif qui va nous permettre de distinguer les égos, donc les personnalités égotiques, les personnalités qui puisent dans notre énergie et dans notre essence divine, vont nous permettre justement d'abaisser la tyrannie de l'ego et d'ouvrir le champ des possibles, d'ouvrir le champ de l'estime personnelle, d'ouvrir le champ des valeurs propres et de multiplier nos interactions sociales. Et je crois, pour finir, que nous, en tant que... Alors, M. Léger a parlé de population, de peuples afrodescendants. J'ai eu l'occasion, l'honneur et le bonheur de mener une étude avec un homologue du nom de M. Cornal Roméo sur les peuplades colonisées. Alors, il y a une petite distinction d'ordre sémantique qui a tout son sens, mais pour le coup, qui rejoint quand même globalement la notion de peuple afrodescendant. Les peuples colonisés sont en ligne de tank, en première ligne pour ce genre de travail introspectif-là, et qui devient vital. Pourquoi? Parce que nous sommes issus d'un tel melting pot, nous sommes issus d'un tel mélange des gens, puisque M. Léger parlait du propos malheureux, je le rejoins parfaitement sur l'histoire de sous-culture, de culture et de sous-culture. Nous sommes les maîtres en la matière de la gestion de la culture et des sous-cultures, mais pas dans le sens hiérarchique des notions. C'est-à-dire que la culture et la sous-culture, elles ne sont pas organisées de façon hiérarchique. Il y en a une qui va puiser son essence de l'autre. La sous-culture. La sous-culture va tout simplement exposer la richesse de la culture originelle, j'ai envie de dire. Et nous, peuple colonisé, on est en première ligne de ces travaux-là. Parce que nous avons, on va dire de façon épigénétique presque, cette expertise de pouvoir montrer des facettes, donc des identités, des façons d'être à des instants multiples et pluriels, selon toutes les cultures qui nous composent. Donc, nous sommes des experts de ça, nous sommes des super-héros de ça, en vérité. Nous sommes des additions de... Et donc on a, je crois, une vision encore plus clairvoyante de la notion d'ego, qu'on est encore plus à même de mettre à notre service plutôt qu'elle nous tyrannise. Justement. Maintenant, nous allons découvrir ensemble les audios des Itata et on revient, on en rediscute. Et mon boss, le sujet me plaît, qui m'excite même de façon littérale. Et je trouve qu'on est conditionné quelque part à voir l'autre comme nous appartenant. Pendant l'amour, du moins pendant l'intimité, pendant nos moments, nos ébats amoureux, te dire tu es à moi, je suis à toi, c'est excitant. Tu vois, ça a quelque chose. Mais quand on traduit ça dans la vie réelle, je ne pense pas que ça soit pour tout le monde. Il y a des gens qui sont OK. Le mot colonisé est assez violent. C'est-à-dire qu'une personne soit à toi, c'est-à-dire que pas de liberté, pas de prise de décision sans consulter l'autre. Je pense qu'on peut trouver un juste milieu. Il y en a qui sont à l'aise avec le fait d'appartenir. Eh bien, s'ils sont à l'aise, qui cherchent des gens comme ça. Mais il y en a qui ne veulent pas, parce qu'ils sont en couple, déposer leur liberté, déposer leur libre arbitre, déposer un tas de choses par terre parce qu'ils sont en couple. Et je crois que tout ça, c'est possible d'ajuster cela en communiquant, en parlant de nos intentions, en parlant de comment on voit l'amour, avant de tout de suite partir sur des émotions et être ensemble, quoi. Ouais. Voilà ma pensée dessus. Nous vivons dans une société aujourd'hui où il est enseigné indirectement que pour s'imposer dans une relation amoureuse, il faut dominer l'autre. Moi, je pense que c'est une erreur. Chaque personne est née avec sa propre lumière, il doit la nourrir. Et je pense que quand on a confiance en soi,
qu'on se donne des objectifs et qu'on sait travailler sur soi pour atteindre les objectifs que nous nous sommes donnés, on n'a pas besoin ni de dominer, ni de coloniser, peu importe le terme, pour atteindre ces objectifs et pour faire rayonner sa personne. Donc, oui, effectivement, il y a une tendance où, dans les couples, l'un essaie de prendre le pas sur l'autre. Moi, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur et que chacun doit apprendre à travailler sa propre lumière pour faire rayonner son foyer, qu'il y ait des enfants ou pas. Oui, alors bien souvent, hein, pas tout le temps, en couple, on a l'impression que l'un veut coloniser l'autre dans le sens où finalement l'un veut imposer, oui, mais vraiment imposer son regard, sa vision, ses croyances à l'autre, comme si l'autre finalement était une feuille blanche, une page vierge auquel on vient comme ça et puis on décide que ben moi je crois en ça, donc tu dois croire à ça. Limite des fois, euh, même les tenues vestimentaires, bah non, la façon dont tu t'habilles, c'est pas trop bien, il faut que tu t'habilles comme ça, alors que des fois la personne a connu la personne d'une manière, mais elle décide que limite elle a plus de personnalité, plus rien. Un peu comme dans la période de la colonisation, c'est comme ça que ça se passait. Des gens arrivaient dans un pays et ils décidaient que ben non, là vous croyez à ça, mais c'est pas comme ça. On croit pas à ça, on croit à ça. On ne mange pas comme ça, on mange comme ça. On s'habille pas comme ça, on s'habille comme ça. C'est pour ça que je parle de une personne en couple, bien souvent. Il y a des gens, t'as un qui veut coloniser l'autre. C'est dans ce sens-là. Ah, voilà. Là, des intervenants, des ITATA très intéressés par la thématique. Ils ont aimé cette question. Et justement, ils m'ont même demandé d'élargir cette question même au-delà de la télé, parce que la notion de coloniser a un affect particulier vis-à-vis de nous-mêmes, en fait. Hein. Qu'est-ce que vous tirez de ce que vous avez entendu? Je crois que fondamentalement, l'ego a un fonctionnement très binaire. Si c'est pas bien, c'est mal. Si c'est pas 0, c'est 1. Si c'est pas noir, c'est blanc. Il se pose pas de questions. Il n'y a pas de nuance, quoi. Quand une chose ne fonctionne pas, il prend l'opposé. C'est son mode de fonctionnement, c'est un mode de fonctionnement automatique. Hein. Et c'est bien dans la vie parce que c'est assez rapide, assez simple et peu consommateur d'énergie. Donc, en soi, on en a besoin dans notre vie. Pour autant, la vie est beaucoup plus complexe que ça. La vie, c'est une oscillation entre prendre prise et lâcher prise, entre la maîtrise et la jouissance, entre la dissociation, redevenir ce jeu, ou la dissolution, s'abandonner dans le nous. Et justement, ce qui va permettre qu'il n'y ait plus cet effet de colonisation, qu'il soit de moins en moins présent, c'est de considérer que l'autre est un sujet d'existence et non un objet qui est là pour satisfaire mes besoins égotiques. L'autre est un sujet d'existence avec ses propres besoins, sa propre transformation. Et on en revient au final à tout ce que nous avons pu évoquer en début d'émission, cette notion de respect, cette notion d'humilité, cette notion de pouvoir travailler sur soi, d'estime de soi, de comprendre que c'est comme ça qu'on se crée, qu'on a grandi, pour pouvoir reconnaître aussi que l'autre, il est tel qu'il est. Il s'agit de trouver le meilleur moyen de s'accompagner l'un et l'autre plutôt que de vouloir, comme il l'a évoqué, dominer. D'harmoniser les énergies, quoi. Exactement, de synchroniser la relation. Et d'où cette question que j'ai pu évoquer au début d'émission, suis-je en train de nuire à moi-même? Suis-je en train de nuire à l'autre? Et suis-je même à un niveau peut-être très subtil en train de désynchroniser la relation? Ce sont des petits pièges que nous vivons tous au quotidien et tous nous y tombons, nous trébuchons, mais c'est bien parce que c'est le challenge, c'est le défi de l'existence. Il va y avoir des débats chez les Itata, là. Ça va être chaud. Mallory. Permets-moi en tout cas, alors, à défaut de répondre un peu à la question, ce qui a déjà été fait hein, de façon assez globale par M. Léger, permets-moi d'exposer un petit peu l'émotion, la vive émotion qui me traverse lorsque j'entends tes Itata. Et j'ai envie de mettre en avant cette sensation que par défaut, par automatisme, on va considérer la relation dans toute sa toxicité, en vérité. Alors que, encore une fois, je remets sur le devant de la table et les chaînes comme Zitata et comme les autres chaînes sur lesquelles j'ai eu l'honneur de passer ont pu être témoins
presque de ma revendication de dire nous sommes un peuple à part, nous sommes un peuple particulier qui a cette propension à l'harmonie. L'harmonie des choses les plus improbables. L'harmonie des choses, des notions, des concepts et des entités en règle générale qui peuvent paraître antinomiques. Et pour le coup, je suis très émue d'entendre tes Tata de façon assez volontaire et même facile, j'ai envie de dire, considérer la relation sur un plan toxique, alors que nous sommes en mesure, nous sommes capables, et d'ailleurs nos présences le prouvent, d'avoir des vocations de couple dans tout ce qui est plutôt harmonieux, à l'instar de la toxicité, en vérité. On va se mettre en couple, ça ne va pas empêcher cette volonté de conquête, comme un de tes Tata l'a évoqué, dans un moment câlin, dans un moment intime, d'avoir cette volonté de conquérir l'autre, donc de prendre possession, ne serait-ce que momentanément, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, l'identité systémique, momentanément de l'espace intime de l'autre, mais par respect, dans l'harmonie, pas nécessairement dans la toxicité. Donc du coup, je suis relativement bougée de voir que l'ensemble... Alors, j'imagine on n'essentialise une réalité parmi d'autres. Voilà, on n'essentialise pas. Mais qu'on ait cette propension-là, cette facilité d'appréhender la relation, plus pour son côté toxique, donc son côté de guerre, justement, son côté conflictuel, plutôt que dans son côté un peu constructif, un peu harmonieux, en vérité. Donc, je ne réponds pas à ta question, mais je vous livre dans la Kupapa, donc où le masculin, si tu veux, est prédominant, ce qui n'empêche pas ma présence non seulement volontaire, mais appréciée dans votre espace, de vous dire, oh, on est capable, je crois, de beaucoup plus que ça, on est capable d'envisager le couple, la relation, pour ce qu'elle a d'harmonieux, pour ce qu'elle a de bienveillant, pour ce qu'elle a de bienfaisant, la relation, plutôt que dans sa toxicité ou tout simplement de sa coercition manichéenne, relatif au côté binaire des choses, de sa coercition manichéenne qui nous vient d'une culture qui nous a quand même sacrément, on va dire, malmenée. On va dire ça ? Malmenée. Nous sommes d'accord. Plutôt que dans sa coercition manichéenne, je dois être en couple, quitte à aller pour une espèce de bataille one-to-one et d'avoir et de cette bataille one-to-one que je vais mener le plus longtemps possible en vérité. Donc recevez, messieurs, mon émotion la plus vive, ma sensation presque de dommage, de me dire mais on appartient quand même à une population qui est capable de bien mieux que ça et de bien plus que ça. Non, mais c'est aussi l'impact de cette émission. On a ce besoin de penser un peu nos blessures ensemble et se le prouver aussi qu'on est capable de le faire en discutant, en échangeant, en s'écoutant et avec humilité. Absolument. Surtout, c'est très, très, très important. Moi, rapidement, pardon, il y a cette réalité. J'ai entendu l'une des Tata dire que pour elle, elle a cette perception de la colonisation dans le couple trop redondante. Je suis un peu d'accord avec elle. Aujourd'hui, il y a énormément de ruptures. J'ai l'impression qu'on se sent jetable. On est plus dans la perception de se jeter que de se lier. Et c'est ce qui crée justement des guerres d'ego ou la guerre de l'ego. Je pense qu'on va camper sur cette pluralité de définition. Mais ça m'inquiète en fait. Je trouve que dans ma société martiniquaise, ça ne tient qu'à moi, je peux me tromper, je n'ai pas une visibilité sur l'ensemble, mais sur ce que je vois, j'ai l'impression qu'on est même aimé, c'est devenu des égos qui se clashent non-stop. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus cette notion de vouloir être dans le positif en fait. On a juste l'impression d'avoir décidé que non, ça peut être que négatif. Et donc, on va s'adapter à cette perception du négatif en disant, je vais m'adapter. On va faire ce qu'on peut, et puis ça passe pas. Par à gauche, je pars à droite. Sauf qu'on a connu, certains de nos parents ou arrière-grands-parents ont connu des difficultés peut-être plus lourdes que les nôtres, et n'ont pas eu ce réflexe de, par à gauche, par à droite. Non. Allons-y. Allons dans cette guerre, mais ensemble. Et c'est peut-être là qu'il y a la petite différence entre hier et aujourd'hui. Pas dans tout, j'ai bien dit.
Ça, selon certains foyers. Je ne suis pas d'accord. Ouais. Je ne suis pas d'accord du tout. Je ne suis pas d'accord du tout. Je suis pas d'accord du tout. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Parce que cette facilité de pouvoir opposer les positions générationnelles, je trouve que ça dessert. Ça dessert et ça nous emmène à des conclusions qui sont non seulement maltraitantes, mais qui ne correspondent à aucune réalité. Je rappelle quand même que le cliché des couples qui durent, qu'on prête à la génération dite de boomers, était quand même très motivé par un contexte de guerre, donc un choc émotionnel, donc un inconscient collectif dans la terminaison de monsieur qu'on appelle Carl Jung, qui voulait que dans la préservation de race, on était obligé de constituer des couples vaille que vaille pour justement passer ce traumatisme de guerre. On n'était pas en couple parce qu'on s'aimait, parce que l'amour était beaucoup plus accessible, parce que c'était plus valorisant ou quoi au caisse. On était dans un contexte d'après-guerre où il fallait préserver la race. Et pour le coup, personne aujourd'hui ne peut mettre en avant, alors à coup de, alors je sais qu'on aime ça beaucoup, à coup d'études, de stades, de quantification de toutes sortes, que les couples étaient plus durables avant parce qu'il y avait plus d'amour. Il n'y a rien de plus faux que ça. Et je m'oppose, je m'inscris en faux à toute comparaison entre les générations à situation égale, parce que le contexte n'était pas le même. Maintenant, je vais encore te resservir ma sensation qui est, parce que toi-même, tu dis bien que tu as l'impression qu'on est en couple pour se faire la guerre. Autrement dit, on est en couple pour les mauvaises raisons. Je reçois, alors, mes accompagnés, qui sont majoritairement des femmes, avec des problématiques diverses et variées, me démontrent tous les jours qu'effectivement, elles peuvent passer des raisons de mise en couple qui ne sont pas à leur service. Mais avant tout, la décision de se mettre en couple, qui est une décision, à défaut d'être collégiale, elle est quand même mutuelle. Je veux dire, je ne décide pas d'être en couple avec quelqu'un sans avoir consulté l'autre, que c'est donc une décision mutuelle, mais qui est toujours majoritairement, je l'espère, même si je ne peux pas le prouver, mais j'ai envie de croire en ça fortement, que c'est motivé par des choses qui sont lumineuses, des choses qui sont bienveillantes, des choses qui sont bien traitantes, j'ai envie de dire. C'est peut-être là qu'on aura peut-être un point de divergence. Quoique je vous rejoins parfaitement sur cette notion que ce n'est pas forcément de l'amour. Ce n'est pas forcément de l'amour. Et je vous rejoins aussi parfaitement sur cette notion que le contexte était différent. On était effectivement dans un contexte où il était beaucoup plus difficile pour des femmes d'être indépendantes aussi à l'époque, de se retrouver seules. Tout à fait. Il y avait toute cette réalité qui était là. Pour autant, on rejoint ce qu'on évoquait précédemment, c'est cette notion de conditionnement. Le monde a changé. Conditionner un être, c'est quelque chose d'extrêmement simple à faire. Il suffit de lui envoyer les messages par les 5 sens. Plus vous mettez d'informations relatives à ce que vous voulez qu'il apprenne, dans des sens différents, et plus effectivement il va être imprégné de cela. Et le changement, l'ego démesuré, on le voit partout. On le voit, c'est au niveau visuel, on l'entend, on le vit, ma voiture, mon ceci, mon cela, mes biens, et ça devient très compliqué de considérer que l'autre est plus qu'un objet. Donc l'autre n'est là que pour m'apporter de la satisfaction de ce que je crois être des besoins, qui très souvent ne sont que des envies. Ce n'est pas forcément de l'amour. Le contexte a changé, et c'est aussi pour ça que ça explique aussi qu'on ait cette tendance à changer beaucoup plus rapidement, parce que nos conditionnements sont différents. Monsieur Léger, Madame Modeste, je tiens à vous remercier grandement pour tout l'oxygène que vous nous avez apporté dans le salon La Coupapa ce soir. Malheureusement, il y a un temps pour tout. En tout cas, c'était un plaisir pour nous. Partagé. Merci, et j'espère que ce ne sera pas le dernier. Mes Tata, j'espère que vous avez passé une excellente soirée en compagnie de Madame Modeste et Monsieur Léger, et bien sûr avec Olivier, il ne faut pas oublier. Hein? En tout cas, sachez que nous sommes sur tous les réseaux, on n'oublie pas, et on se revoit dans 15 jours dans votre émission La Coupapa. Excellente soirée à vous.